exemple, il y avait une fille quand j'étais au lycée où je lui avais écrit une chanson à la guitare et je l'avais appelée au téléphone pour lui jouer la chanson. Et le Non. lendemain, elle a parlé à toute la classe en disant que j'avais fait une chanson, que c'était ridicule. Et tu as toute la classe qui s'est moquée de moi. Donc je Oh me suis non. dit, ok, donc être romantique, ça ne marche pas. Entre différents concepts. C'est-à-dire que dès quelqu'un, par exemple, maintenant est un homme et va dire, écoute, moi je suis pas d'accord, ou moi je suis d'accord, on va très vite catégoriser ça comme de la violence. C'est pas de la violence, c'est donner son point de vue, qui rejette toute forme d'agressivité et de violence. Le problème, c'est que on a tous de l'agressivité et de la violence en soi, et du désir et de la sexualité en soi. How's it going, guys? Welcome to Yuta channel. For those of you who's new to my channel, welcome. I'm Yuta. I'm 100% Japanese, but lived in France. On this channel, I talk about learning foreign languages and also European lifestyle and picking up girls. Or travel video vlogs. For now, I'm staying in Japan and I don't know how long I'm gonna be here, but I have a lot of footages from all over the world, especially me picking up girls in the world. I still have footages from Poland, which I have never used, or in Taiwan. I was thinking I can put subtitles, like both Japanese and English, because I know a lot of viewers, they want to learn English. And I said, hey, if I put both Japanese and English, it could be very useful. And I have a question for you guys. So I have to put both Japanese and English subtitles, but I don't know how to put in a video because if I put both of the languages, it's gonna be kind of messy. Either in this way, Japanese on the top and English on the bottom. Hi. Who's running heaven if you are... Do you know how this phrase ends? Not really. No? No. Okay, well, my name is Yuta. Some said it's gonna work, but you know. No, not really. Hi. No, really. What are you doing here? What are your name? I'm Or both in the bottom. Number, just tell me. Or just quickly. 5, 3, 6. 3-6. Yes. It's so easy. Okay, that's so easy, yeah. So I'll call you guys. Let me know by comment which one you prefer. If I separate those languages, like it looks better and also like you don't have to read both. So like it's kind of more, I think it's better for like learning purposes. But let me know by comment. Last week I made this tweet. 4カ国語話者への道. How I learned 4 languages. I speak 4 languages. Japanese, English, French, Polish. I started learning English when I was 18, and French when I was 21, and I started learning Polish at the age of 27. But in between, I tried to learn Russian, Spanish, Korean, failed, Romanian, German, Chinese, failed. 今回の動画では僕の昔のナンパの師匠に出演してもらってます。そんなにたくさんクラスは取ってなかったと思うんですけど、自分が一緒にその当時ね、2013年14年にパリで13、14、15かぐらいでパリでナンパしてた時に見たナンパ師の中でもうダントツにうまくて、プラス、ビジネスとしてちゃんとやってて、結構なんかナンパがうまくても他の職業やってるんで、セミプロみたいな感じで教えてるけど本職にしてないやつとか、ナンパが下手なくせになんかその、見せ方ですよね。 SNS とかホームページとかしっかり作って生徒取ってるけど実は全然下手くそみたいな、本当プロのやつでも一緒に俺とナンパしてもなんか俺の方が全然うまいなってやつもいるんですけど、この人はね本当にうまかった。もうねびっくりした。最初この人とナンパした時は俺、いやこんな世界があるんだってね、もうすごいなって思う人と、出演してもらうんで、ぜひ最後まで見てみてください。でこれパート1なんでパート2も出ます。 I write blog and then talk about how I learned those languages and how I did it. And there's also paid contents, you can check that out. I talk about European lifestyle, pick up culture in France. So you can check that out. There's links on description. Yuta, Salut. déjà je suis content de faire cette interview avec toi. Voilà, c'est Raphaël. Je m'appelle Lou, en tout cas c'est le surnom que j'utilise dans le domaine de la drague. Je te connais depuis à Paris. Ouais. C'était 2013. Cette époque-là, j'étais un débutant de pick-up. Cette année, j'ai rencontré beaucoup de pick-up artistes comme toi et comme les autres. C'est vraiment un bon technicien. Est-ce que tu te souviens quand j'étais à Paris en 2013-2014, on est allé dans la rue, je suis à des cours d'essayage, toi, et je suis sorti peut-être plusieurs fois avec toi et avec
Les autres pick-up, tu vois. Il n'était pas le professionnel, mais il était assez bon. Il avait assez bonne technique. Ouais, il y en avait beaucoup qui ont des très bonnes techniques. Vous avez vraiment motivé, quoi. Ok, merci. C'est cool. Ouais, mais ça, c'était en 2013. Du coup, tu as dû évoluer entre 2013 et 2020 alors. Ouais, quand même. Hein. Maintenant, je suis devenu un coach. Donc, j'ai déjà enseigné. Je pense que je suis seul japonais, le coach d'action, qui organise le cours en Europe. D'accord. Comme ça, j'ai pas mal de demandes. Comment tu as commencé à être coach d'action? J'ai commencé ça il y a plus de 10 ans, je crois, 10-11 ans. À l'époque, c'était pour moi. Je crois que la toute première chose qui m'a emmené à la séduction, c'était, comme beaucoup de gens, j'ai lu l'article qui s'appelait, un article donc, du coup, qui était sur Art de séduire, qui est un des forums à Paris, et qui parlait d'un mec qui s'appelle Mr. Nice Guy, et qui est trop sympa avec une fille, et qui au final, il fait des cadeaux, tout ça, et il se retrouve dans la friend zone. À l'époque, moi, j'avais pas forcément de problème pour séduire parce que j'étais pas quelqu'un qui avait un passé très timide. J'avais toujours été assez affirmé, mais des fois, j'étais peut-être trop gentil ou un peu trop romantique, mais j'avais déjà couché avec des filles, tout ça. J'étais pas non plus débutant. Mais j'avais lu cet article et ça m'avait fait un choc parce que je m'étais bien rendu compte qu'à chaque fois que j'avais voulu être romantique avec des femmes, par exemple, il y avait une fille quand j'étais au lycée où je lui avais écrit une chanson à la guitare et je l'avais appelée au téléphone pour lui jouer la chanson. Et le lendemain, elle a parlé à toute la classe en disant que j'avais fait une chanson, que c'était ridicule, et t'as toute la classe qui s'est moquée de moi. Donc je me suis dit, ok, donc être romantique, ça ne marche pas, ça fonctionne pas du tout. Donc ça m'avait appris une leçon. Et il y avait une fille que j'essayais de draguer et je voyais que j'avais un peu du mal. Et donc j'étais allé sur internet, j'avais marqué comme beaucoup de gens comment séduire ou comment draguer. Et puis j'étais tombé sur cet article qui m'avait fait un électrochoc en fait et qui m'avait fait comprendre qu'en fait quand on est trop gentil, on se retrouve très souvent dans la friend zone. Alors, à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à toute la communauté de séduction. Très vite, j'ai fait comme beaucoup de gens, j'ai lu plein d'articles, plein de vidéos. Et puis tout ça, j'ai fait ça pendant à peu près 1 ou 2 ans. Et puis je me suis rendu compte que ça ne servait pas à grand chose parce que c'est beaucoup de théorie, mais ça n'aide pas forcément à passer à l'action dans la vraie vie. Après, j'ai commencé à rencontrer plein de mecs qui sortaient pour draguer. Et puis, à l'époque, j'ai fait des séminaires avec Sébastien. Aujourd'hui, c'est Sébastien. À l'époque, c'était il y a longtemps, il avait fait ça. Et puis ensuite, j'ai rencontré d'autres coachs, etc. Et quand j'étais coaché moi-même, j'avais un très bon niveau parce que j'étais pas un débutant. J'avais déjà embrassé des filles en boîte de nuit, couché avec des filles dès le premier soir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y avait de plus en plus de mecs qui me posaient des questions à moi au lieu de les poser au coach et qui disaient, qui venaient me chercher moi. Et donc moi, je comprenais pas trop pourquoi les gens me demandaient de l'aide alors que j'étais pas considéré comme le coach. Et donc du coup, ça m'a fait un peu bizarre que les gens me demandent autant d'aide. Et quand j'ai arrêté de travailler avec cette personne-là, il y a beaucoup de personnes qui m'ont recontacté d'eux-mêmes en fait pour me dire qu'ils avaient envie d'être coachés par moi. Donc à la base, c'était pas vraiment c'était pas moi qui ai voulu être coach en fait. Ce qui s'est passé, c'est que c'est des gens, comme j'aidais mes amis, comme j'aidais tout le monde. En fait, moi, j'étais quelqu'un qui aimait bien aider les gens. Je pense que c'est important de comprendre ça en dehors de la séduction à proprement parler. Je pense que quand on est coach, il faut aussi aimer aider les autres, quoi. Parce que j'ai une expression qui dit souvent est-ce que tu fais ce métier pour briller ou est-ce que tu fais ce métier pour faire briller les autres? Et je pense que le métier du coaching, c'est un métier où le but, c'est pas de briller soi, c'est d'arriver à faire briller les mecs qui, justement, ont du mal. Et je vois de plus en plus de coachs qui essayent de montrer qu'ils sont les meilleurs en séduction, mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que être un bon coach, c'est pas être le meilleur en séduction, c'est apprendre aux autres à être bon, c'est pas être bon soi-même. Et il y a une différence entre être bon en séduction et avoir la pédagogie, c'est-à-dire la capacité à enseigner la séduction. Pour moi, 2 choses très différentes. Je connais des gens qui sont très très bons en séduction, mais qui savent pas du tout enseigner en fait, qui savent pas du tout enseigner. Ouais, je connais quelqu'un comme ça là. Il est sur la technique et il sait pas comment enseigner. Bon à enseigner, mais il n'y a pas de technique quoi. C'est ça. Et du coup, moi là-bas, c'était des gens qui étaient venus me voir pour me demander de l'aide. Et au début, j'ai aidé les gens gratuitement. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre d'aider gratuitement. Et j'ai commencé à aider en me faisant payer du coup. Mais les premières années, peut-être la première année, je faisais gratuitement en fait. J'aidais parce que pour moi, ça me faisait plaisir d'aider les gens. Et après, comme il y avait beaucoup de gens qui m'ont demandé, et je me rappelle que même la première personne qui m'a payé, si tu veux, c'est lui-même qui m'a demandé de me payer. C'est-à-dire que c'est même pas moi qui voulais être payé. Il m'a dit, en fait, comme je payais l'autre coach, comme maintenant c'est toi qui m'aides, je vais te payer. Et c'est même pas moi qui ai demandé de l'argent en fait. Et du coup, quand je me suis dit, tiens, il y en a un qui me paye, c'est pas normal que les autres aient gratuit alors qu'il y en a un qui paye. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à
à faire payer. Mais au tout début, j'ai pas voulu être coach et j'ai même pas voulu faire payer au début. Ça s'est fait vraiment parce que les gens m'ont demandé de l'aide en fait. Et après, après je me suis amélioré. J'ai fait une école de coaching à HEC. J'ai fait une école d'hypnose aussi, d'hypnothérapie, pour travailler sur des traumas ou des choses un peu plus lourdes. Et j'ai fait un processus pour être plus professionnel, on va dire. Mais ça, c'est plus tard. Est-ce que tu te souviens combien t'as chargé le premier étudiant? Mais en fait, le premier étudiant, c'est lui qui m'a payé alors que je voulais pas être payé, justement. Et on avait fait quasiment 8 heures et j'avais été payé 100 € ou rien. C'est-à-dire même pas le prix d'un professeur de maths en France. Hein, où je crois que ça doit tourner autour des 60 € un cours de maths, normalement. Bah là, j'étais payé quoi, 10 € de l'heure ou quelque chose comme ça. C'était ridicule, en fait. Comme j'avais un métier, en fait, à côté, bah, je trouvais que c'était déjà très, très bien, en fait. J'étais très content, déjà. Est-ce que c'est dur d'être PUA? C'est-à-dire en France, comment ça s'est vu? Comment les gens voient les PUA? Au Japon, c'est malgré le temps de changer, mais c'est quand même mal vu, quoi, par rapport aux sociétés. Oui, en fait, ce qui est très marrant là-dessus, c'est que je pense qu'une société qui revendique des qualités féminines, qui peuvent être chez un homme comme chez une femme, qui sont des sociétés qui vont revendiquer des qualités comme l'écoute, la bienveillance, l'empathie, etc. Une société comme ça, elle va avoir tendance, surtout avec le féministe, à critiquer les comportements qu'on pourrait catégoriser comme masculins, mais qui en fait sont aussi féminins, qui sont les comportements de s'affirmer, de exprimer son désir, d'être direct, de dire ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, enfin en gros de montrer sa personnalité. Et je pense que particulièrement pour des cultures asiatiques, moi j'ai déjà accompagné beaucoup de Chinois, de Coréens, de Japonais, il y a une culture où c'est le collectif qui prime. Ouais. Sauf que le problème de ça, c'est que bien sûr en séduction, ce qui va être important, c'est d'affirmer sa personnalité, c'est-à-dire l'individu, c'est-à-dire de dire ce que nous on veut en fait. Le problème c'est que très souvent c'est assez mal vu dans l'éducation asiatique d'exprimer sa personnalité. On doit, on va dire, se sacrifier au profit du groupe. En France, il y a eu aussi ce féministe un peu castrateur qui a été repris des États-Unis, où en fait on va vouloir que les hommes se comportent comme des femmes et on va vouloir que les femmes se comportent comme des hommes, ce qui est un peu. Et le problème de ça c'est quoi? C'est que l'idéal c'est que si on veut développer en tant qu'homme des qualités féminines, ça ne doit pas être au détriment des qualités masculines. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que on peut très bien développer de l'écoute, de la bienveillance, de l'empathie, mais ça ne devrait pas être au détriment de garder ses compétences, de savoir s'affirmer, de savoir s'exprimer, de savoir donner son point de vue et de savoir être leader. Il y a des nuances à faire que le féminisme ne fait pas, notamment entre l'agressivité, la violence par exemple, et l'affirmation de soi et l'assertivité. J'ai l'impression qu'avec la montée du féminisme, comme beaucoup de choses, il y a des amalgames qui sont faits, c'est-à-dire qu'il y a des confusions, si tu préfères, entre différents concepts. C'est-à-dire que dès quelqu'un, par exemple, maintenant, est un homme et va dire « écoute, moi, je ne suis pas d'accord » ou « moi, je suis d'accord », on va très vite catégoriser ça comme de la violence. Ce n'est pas de la violence, c'est donner son point de vue. Et donc, il y a un manque de nuance, je trouve, qui rejette toute forme d'agressivité et de violence. Le problème, c'est que on a tous de l'agressivité et de la violence en soi, et du désir et de la sexualité en soi. Et moi, j'ai une façon de voir le monde. On a plein de parts de nous, en fait. On a une part sexuelle, on a une part calme, on a une part excitée. Et quand on refoule, c'est-à-dire qu'on rejette une part de nous, de toute façon, tôt ou tard, ça revient sous une autre forme. C'est-à-dire que quelqu'un qui, par exemple, n'exprime pas sa sexualité, il va devoir l'exprimer en regardant du porno ou en s'énervant sur sa mère ou en s'énervant sur lui-même. Si on n'exprime pas ses pulsions, ses envies, elles sont à l'intérieur de nous, nos envies. Si on ne veut pas accepter ces parts de nous-mêmes, eh ben, elles sortiront de toute façon d'une autre manière. Peut-être en mangeant trop, peut-être en fumant trop, peut-être en buvant trop d'alcool. Je pense que c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais comportements en réalité. Il y a peut-être des comportements qui peuvent être plus ou moins adaptés. Le principe, c'est que tout le monde devrait pouvoir exprimer qui il est au maximum. Et si on ne peut pas exprimer qui on est, au bout d'un moment, on ne se sent pas bien, en fait, tout simplement. Et je pense que les sociétés qui sont trop rigides et conformistes, elles empêchent la personne de pouvoir exprimer qui elle est. Aujourd'hui, au Japon, je crois que c'est là où il y a le plus gros taux de célibat et que c'est un des pays où le premier acte sexuel est le plus tardif, c'est-à-dire, je crois que c'est vers 35 ou peut-être non, 30 ans, je ne sais pas quel âge. Je ne sais pas, en fait. Mais ouais, c'est tard. Déjà. C'est tard, hein. Il y a un vrai problème de natalité au Japon, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
Il y a tout ce truc des robots, des machins, parce que je crois qu'au Japon, il y a cette problématique des femmes et des hommes qui ne se reproduisent pas assez, en fait. Comme les pays développés, quoi. Mais plus sauf encore au Japon. les grands problèmes, ouais. Ah là, je reviens de regarder, c'est 1,43. Ça veut dire que c'est en dessous de 2. 1,4. Et en France, on est à 1,9. Donc on n'est quand même pas génial non plus, mais Ah, mais ça m'étonne que c'est pas encore si grave, quoi. en dessous de 2, ça veut dire que c'est une population qui devient de plus en plus faible, en fait. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Donc moi, en France, effectivement, j'étais beaucoup intervenu à un moment donné quand il y avait tout le féminisme. J'étais intervenu sur France Info, sur des radios, pour expliquer un petit peu qu'il y a une différence, encore une fois, entre harceler des femmes et faire connaissance avec une femme, c'est pas pareil. Même en France, il y a des gens qui les regardent mal par rapport au pick-up, quoi. Bien sûr, ouais, il y a un regard qui est des fois assez négatif, qui est très drôle quand on s'intéresse vraiment à la sociologie, à l'étude comportementale. Il y a une différence, moi, que je vois entre ce que disent les médias, c'est-à-dire la télé, les radios, et ce qui se passe dans la vraie vie. C'est-à-dire que je reçois de plus en plus des fois de mails de mecs qui vont me dire « Mais est-ce que si j'aborde une fille, je risque de me faire taper ou d'aller en prison ?» Dans la vraie vie, moi, je fais des coachings toutes les semaines. J'ai eu peut-être sur 10 000 femmes qui ont été abordées, peut-être une fois ou deux fois des cas comme ça de personnes qui sont agressives, parce que la plupart du temps, elles sont très contentes qu'on les aborde, parce que moi, ce que j'apprends aux gens, c'est pas à forcer les femmes, c'est à être poli, à être courtois, à être agréable et à faire connaissance avec la fille. Il faut que ce soit un échange. Et les femmes réagissent très bien, en fait, en réalité, dans la vraie vie. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une vraie différence entre ce que la télé nous propose, ou ce que la télé nous raconte, et le vrai comportement des femmes dans la vraie vie, en fait. C'est-à-dire que la télé nous montre la minorité visible, c'est-à-dire la minorité visible des mecs qui sont agressifs aussi, des fois, et qui font chier les femmes. Et elle ne nous montre pas la majorité des mecs qui sont polis, sympas. Ça, on ne le voit pas. Dans la vraie vie, en réalité, par des mecs qui sont sympas, en fait. Mais ce qui est montré à la télé, c'est les abrutis, en fait. Ouais, je suis totalement d'accord. Parce que forcément, ça vend plus de montrer des trucs un peu chocs que de montrer des conversations normales et sympathiques, en fait. Ça n'attire pas l'attention des gens, et on sait très bien que la télé et la radio, ce qui les intéresse en premier, c'est de vendre, en fait. De faire que les gens suivent et regardent et restent longtemps. Donc plus on montre des choses d'agressivité, de violence, peut-être il y a plein d'interactions qui se passent très très bien, et qu'il y a plein de gens qui ont des conversations sympas avec les femmes. En fait. Ça n'intéresse personne de savoir ça. Ce qui intéresse les gens, c'est d'avoir l'histoire du mec complètement débile qui a insulté une femme. Ouais, c'est parce que c'est plus choquant, quoi. Si tu abordes une fille, que tu es poli avec elle, que tu es sympathique, elles réagissent bien. Au pire du cas, une fille va te dire merci, mais j'ai un copain, ou merci, en tout cas c'est courageux, mais je suis pas très intéressée. Voilà, ça c'est le pire qui peut arriver. C'est le pire que j'ai vu moi en tout cas. En 10 ans de drague de rue, avec des milliers d'heures, j'ai jamais vu pire que ça. Ouais, je suis d'accord.